votre fidélité à cette édition rétrospective dont voici l'ossature, sa voix hors pair et sa peinture de la réalité congolaise dont ses compositions lui ont conféré la gloire. L'homme a marqué son époque. Franco Lomo Makadi est désormais immortalisé sur la place des artistes au quartier Matongé. Une statue à l'effigie du grand maître de la musique congolaise est désormais visible sur la place Victoire. 20 prisonniers de la nature au Nord Kivu suite à une évasion à la prison centrale de Rutshuru. Le commissaire provincial de la police a fait savoir que tout est mis en œuvre pour mettre la main sur ces fugitifs. 10 ans après avoir scellé les liens de coopération, les relations sont au beau fixe entre la RDC et la RSA. La 9e session de la grande commission mixte clôturée ce vendredi à Kinshasa en présence de 2 chefs d'État en est une preuve. Plusieurs accords viennent d'être signés entre les 2 pays en vue de consolider davantage cette coopération. Merci encore une fois de plus de votre fidélité au programme de BIL Télévision. Le président sud-africain Jacob Zuma a quitté Kinshasa ce vendredi en début de la soirée après avoir pris part à la 9e session de la grande commission mixte RDC-RSA, cérémonie présidée par son homologue congolais Joseph Kabila au Palais de la Nation. De nombreux accords ont été signés entre les 2 parties, notamment dans le domaine de l'énergie avec le projet Grand Inga qui, d'après les 2 pays, devra être accéléré pour baliser la voie de son exécution. Résumé de cet élément avec Guilain Kabalundi et Fils Matondo. Des liens de coopération et d'amitié entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine ont été renforcés lors de la clôture au Palais de la Nation de cette 9e session de la grande commission mixte RDC-RSA. Au cours de ce sommet, le chef de l'État congolais Joseph Kabila et son homologue sud-africain Jacob Zuma ont examiné les rapports mixtes des commissions ministérielles sur des questions qui touchent à la politique et la gouvernance, la défense et la sécurité, l'économie, les finances et infrastructures, ainsi que les affaires sociales. S'en est suivi la signature des accords dans la salle du Conseil de ministres en présence des 2 chefs d'État. Les 2 chefs d'État réaffirment le leadership conjoint de l'Afrique du Sud et de la République démocratique du Congo au développement du projet Grand Inga. Ils ont exhorté les 2 ministères ou départements concernés d'accélérer le processus en vue de résoudre toutes les questions en suspens, y compris la mise en place du groupe de travail requis afin de baliser la voie pour l'exécution de ce projet panafricain. Sur le plan économique, Joseph Kabila et Jacob Zuma se félicitent du développement de la coopération entre les secteurs privés de la RDC et de la RSA et de l'accroissement du commerce d'investissement entre ces 2 pays. Et ils proposent ce qui suit. Dans cette optique, l'initiative sud-africaine sur l'investissement et le commerce, récemment tenue à Kinshasa et à Lubumbashi en septembre 2015, est considérée comme une importante plateforme pour atteindre cet objectif. En ce qui concerne la politique et la gouvernance, les chefs d'État ont noté avec satisfaction le processus du dialogue pour consolider la démocratie en RDC. Les 2 chefs d'État ont noté avec satisfaction le processus de dialogue initié par le peuple congolais qui devrait aboutir à une plus large cohésion nationale et la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo. Au niveau continental, Kinshasa et Pretoria se sont dit préoccupés au sujet des activités des groupes terroristes et extrémistes. Ils ont condamné, dans les termes les plus forts possibles, les activités des groupes terroristes et extrémistes qui continuent à causer des souffrances humaines et l'instabilité dans certaines parties du continent. Au nombre d'accords signés, il y a également celui du secteur aérien pour l'exploitation des lignes aériennes entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. De quel composant doit sortir le successeur de l'abbé président Apollinaire Malou Malou? La question est sur toutes les lèvres après le communiqué de la présidence de la République prenant acte de cette démission. La Ligue nationale pour les élections libres et transparentes parle de la composante société civile, non seulement des confessions religieuses comme le prévoient certains. Ce communiqué de la présidence de la République qui prend acte de la démission de l'abbé Apollinaire Malou Malou de la présidence de la CENI a été lu samedi sur les ondes de la télévision nationale. Du coup, la bataille sur sa succession est lancée.
Se basant sur la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, ce communiqué de la présidence demande à la composante dont l'abbé président était issu de se réunir en vue de désigner son remplaçant. Faux, s'insurge la Linélite. Non, il ne revient pas à la confession religieuse, il revient à tout l'ensemble de la société civile. Parce que le remplacement de M. l'abbé Maloumalou se fait dans un contexte de blocage. Un contexte parce qu'il y a ce qu'on dit de façon générale, que les politiques précèdent le droit. Et dans ce contexte, s'il arrivait dans les confessions religieuses, on ne peut pas trouver quelqu'un qui remplit ces conditions de technicité, d'expertise et de vote. On peut l'épuiser dans les organisations féminines, on peut l'épuiser dans l'organisation d'éducation civique et électorale. Des tentatives pour contacter la composante dont était issu Apollinaire Maloumalou ont été vaines. Déjà, la Commission africaine pour la supervision des élections décrit le profil du successeur de l'abbé président. Un homme faisant preuve d'une meilleure connaissance de la société et une maîtrise avérée en matière électorale. Un profil qui rencontre celui de la Linélite. Il faut avoir un expert outillé et expérimenté en matière d'élection. Il ne faut pas commettre l'erreur ou l'imprudence de tomber sur un profane qui va apprendre le mécanisme, la gestion de la gouvernance électorale. Et c'est pourquoi nous disons que les organisations de la société civile, toutes tendances confondues, doivent réfléchir là-dessus et faire sortir ces compétences qui enferment cette expertise. Un autre débat qui s'invite, c'est celui du blocage du processus électoral occasionné par cette démission. Si pour le ZIN, l'institution CENI peut fonctionner en l'absence de son président, pour les autres, la centrale électorale est bloquée. Son remplacement rapide s'avère donc indispensable. Le président de la commission d'intégrité et de médiation électorale a pour sa part clarifié l'opinion sur le processus de désignation de successeur de l'abbé Apollinaire Maloumalou à la tête de la CENI. Selon le pasteur Elébé, les confessions religieuses attendent d'être saisies officiellement par le président de l'Assemblée nationale pour désigner le successeur de l'abbé président sur base d'un critérium. Nous n'avons pas habitude, et je l'ai dit et je le répète, que X vienne avec son candidat, Y avec son candidat, et qu'il y ait affrontement. Et ça ne fait pas bien. Nous sommes nous attendons que le président de l'Assemblée nationale, il venait juste de nous écrire, il a écrit au vice-président de la plateforme, Monseigneur Marini, parce que le président de la plateforme, Monseigneur Djomo, est à Rome, c'est Monseigneur Marini qui est encore ici. Et il a écrit, et il a réservé copie à tous les responsables religieux pour dire qu'on va se rencontrer, il va officiellement, parce que ce n'est pas à la radio, à la télévision, tout ça, nous voulons qu'il nous saisisse officiellement. Donc il va nous inviter et nous irons à son office, le président de l'Assemblée, et là il va nous communiquer officiellement que l'abbé Maloumalou est parti. Même si on a suivi ça à la télévision, même si on a suivi ça à la radio, pour lui il n'est pas encore parti. C'est là quand nous serons là-bas, devant le président, et là, l'abbé Maloumalou est parti. Maintenant, je vous demande de choisir en nous pour le remplacer. Et voici ce qu'il faut faire, voici la loi, certainement il va nous répéter. Et c'est en ce moment-là que nous allons nous retirer. Et on va se retirer, on fera un critérium. On va dire, voici le contexte d'hier et le contexte d'aujourd'hui. Et on a besoin de quelqu'un pour, voilà les principes. On commence toujours comme ça. Et puis après, quel est l'homme qui convient pour Floribert Louongué, vainqueur de l'élection au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, les Bérocan Kaoré au poste du rapporteur. Le bureau de l'Assemblée nationale affiche désormais complet après la démission de Norbert Isadri et Charles Moindou Simba. Des accolades des députés nationaux à leurs collègues élus premier vice-président de l'Assemblée nationale. Floribert Louongué, ancien procureur général de la République, a été élu avec 271 voix face à un challenger de taille, l'élu de Mbandaka, Henri Thomas Lokondo. Le suspense a duré jusqu'au bout avant de voir le ticket MP le remporter. Devant les G7
tous complets devant l'opposition et la majorité, vous avez suivi tout ce que, de façon très transparente, nous avons démontré, tant à la nation, qu'à la communauté internationale, que Kabila a toute sa majorité intacte. Nous, la démocratie continue, le développement continue. Je vais essentiellement m'attarder sur l'élection du premier vice-président qui était une élection au couteau, comme on le dit dans les langages politiques. Aujourd'hui, sur 440 députés présents, ou 441 personnes présentes à l'Assemblée nationale, 271 ont jeté l'air dévolu sur les canaux de la majorité présidentielle. Et tenant compte du fait qu'il y a une soixantaine de députés qui étaient absents plutôt, ça veut dire que, en ayant les informations sûres que 40 d'entre eux sont de la majorité présidentielle, c'est que la majorité conserve les 315 députés que nous avons affirmé haut et fort avoir. Le poste de rapporteur était disputé entre deux élus de la nouvelle province d'Elituri, Beroshan Nono et Espérance Moussafiri. Pas de surprise pour cette élection. Le candidat de la mouvance l'emporte largement, 335 voix contre 94 pour son challenger. La victoire de la famille politique du chef de l'État s'est également démontrée par le rejet de la pétition signée par une soixantaine des élus contre le bureau de la Chambre basse du Parlement, bureau à qui l'on reprochait la gestion de la récente crise à l'Assemblée nationale. André Kimbuta a sauvé de justesse contre une motion d'interpellation initiée par le député Jolino Makelele Diwan-Povessé. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa devait donc devant les députés provinciaux se justifier sur la gestion des entrées ressources de la ville-province de Kinshasa. Au regard de la situation, une motion de procédure a empêché l'examen même du document, ce qui a conduit à un rejet absolu de cette interpellation. Rendez-vous manqué. L'examen de l'interpellation du gouverneur de la ville de Kinshasa a été déclaré non recevable suite à une motion de procédure du député Mbouichi Teya. Des voix contre se sont succédées au perchoir pour étayer le caractère irrégulier du document de l'interpellateur, le jugeant anonyme et sans signature, mettant en cause la nature même de l'initiative du député Makelele Diwan-Povessé. Il y a certaines vérités qui ont été couchées sur le tract que nous venons de rejeter. Il y en a d'autres qui ne sont pas fondées, mais nous avons dit que non, on ne pouvait pas entrer dans l'examen de point par point dès lors que la forme n'était pas respectée. Et la forme est prescrite par le règlement intérieur. Et nous n'avons pas inventé la roue. Débouté à la majorité absolue de la plénière, Jolino Makelele se dit n'être pas surpris par le vote de ses collègues. Il avance vouloir susciter le vrai débat autour de la gestion de la ville, capitale de la République démocratique du Congo. Ma déception, c'est par rapport aux Kinois, qui pour une fois ont voulu savoir qu'est-ce qui ne va pas dans la ville de Kinshasa, pourquoi ils vivent ce genre de comportement. Alors, toute la matière était dans mon interpellation. Mais vous avez compris qu'il s'est passé des choses. Nous savons que depuis un certain temps, les gens étaient convoqués pour les motiver. Et donc, le vote ne me surprend pas outre mesure, mais moi je prends date. Il y aura bien une campagne électorale. Je poserai bien cette problématique une fois de plus devant les électeurs. Cette motion d'interpellation a recensé toutes les préoccupations liées, entre autres à la gestion des ressources de la ville, la sécurité, la desserte en eau et électricité, ainsi qu'à l'exécution des travaux de construction et réhabilitation des infrastructures qui relèvent de la compétence du gouvernement provincial de Kinshasa. Et puis la rentrée judiciaire à la Cour suprême de justice, fini les vacances pour les magistrats, une occasion pour le premier président de cette cour faisant fonction de cour des cassations d'évoquer le droit de la défense. Le chef de l'État était représenté lors de cette cérémonie par le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale ce jeudi à la Cour suprême de justice, représentant le chef de l'État à cette audience solennelle et publique, marquant la rentrée judiciaire 2015. Députés, sénateurs, membres du gouvernement, en manteau noir, diplomates, bref, tous étaient présents pour ce rendez-vous. Une occasion pour le bâtonnier national d'évoquer les principes généraux des droits. Dans sa mercuriale, le procureur général de la République a abordé un sujet devenu courant en République démocratique du Congo, le déguerpissement, qui selon lui doit suivre la procédure. Le droit de la défense, un droit dont le juge de la Cour de cassation doit s'en assurer du stade de la détention préventive à la procédure du fond de la cause, sujet évoqué par le premier président de la Cour suprême de justice. Des sujets qui ont retenu l'attention des participants. C'est une occasion de pouvoir parler du droit. Ça fait la rentrée judiciaire. Comme on était en vacances, on rentre de ces vacances-là, on fait une rentrée judiciaire, on doit parler. Et
chacun parle sur un constat personnel concernant le droit, qu'est-ce qu'il a constaté, de quoi il peut parler, de quel sujet il peut développer. Au justiciable, Jérôme Kitoko Kimpele a recommandé plus de loyauté lors de l'exercice du pouvoir d'agir en justice. Au juge, de sanctionner avec une stricte neutralité les violations des droits de la défense. Aux avocats et défenseurs judiciaires, d'interpeller ces derniers sur des abus fustigés dans l'exercice de leurs droits de défense. Direction Nord Kivu, plus de 20 prisonniers évadés à la prison centrale de Rutshuru en pleine journée dimanche aux environs de 16 h. La police Nord Kivu dit avoir tout mis en œuvre pour mettre la main sur ces évadés qui seraient une source d'insécurité dans la province. Déclaration du commissaire provincial de la police au cours d'une parade qu'il a présidée lundi dernier à Goma. C'est au cours de la parade de ce lundi que la police a affirmé être sur les trousses de tous ces évadés. Pour le numéro 1 de la police Nord Kivu, tout ceci s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'insécurité qui serait due à cette évasion. Comme on vient de récupérer la dame qui était la surveillante principale et avec tous les autres, et je crois qu'on aura et on vous donnera des éléments clés avec toutes les péripéties, comment les choses se sont passées, est-ce qu'il y a complicité, est-ce qu'il n'y a pas complicité, on aura à établir la responsabilité de tout un chacun. Je crois que depuis la nuit, on a déjà mis la machine en marche. Abordant l'aspect de la sécurité routière devant ces plus de 260 policiers ici réunis après l'accident routier ayant coûté la vie à 5 enfants de la rue la nuit du samedi au dimanche à Goma, le patron de la police en appelle à la sensibilisation de la population. Lorsque vous avez des enfants que vous ne savez pas encadrer, on dit reprenez les enfants pour les encadrer et vous laissez les enfants. Lorsqu'il n'y a pas de problème, ces enfants n'ont pas de parents. Ces enfants n'ont même pas de personnes pour leur parler et que le jour de l'accident, on vient, on dit que c'est mon enfant. Je crois que nous devons faire la part des choses. Commandant PFR, la maire de la ville, commandant commissariat, vous devez vous réunir et faire un plan de sensibilisation pour que les gens puissent respecter les instructions et la loi du pays. 5 personnes mortes, c'est beaucoup, même un individu, alors qu'on pourrait éviter tout ça. En outre, la police a tant lancé l'opération Goma sans marché pirate, a annoncé le général Vital Oumia Awashango dans cette même parade. Toujours dans cette partie du pays, nos antivaleurs dans les établissements scolaires du Nord Kivu, différents responsables des écoles de cette province ont été mis en garde le mardi dernier lors de la réunion d'évaluation de l'année scolaire en cours. L'école reste le milieu par excellence pour inculquer les bonnes manières aux élèves. Autour de la ministre provinciale de l'Éducation ce mercredi, les acteurs du secteur éducatif au Nord Kivu. Objectif, faire le diagnostic de la rentrée scolaire après avoir constaté des antivaleurs au sein des différentes écoles en province, et le gouvernement provincial veut voir les choses changer. Il y a de ces écoles qui commencent à organiser des études obligatoires et payantes dans les écoles. Nous devons décrire ces comportements. Où est-ce que nous amenons l'enseignement au Nord? Des frais d'études pour les écoliers de l'école primaire. Qui a autorisé la perception de ces frais? Qui a autorisé l'organisation de cette étude? C'est dit dans quel document du ministère? Il y a des frais de saint patronat dans les écoles. Je ne sais pas, des frais pour l'achat de papier hygiénique dans les écoles. À quoi servent les frais de fonctionnement? Et des chefs d'établissement qui se donnent le courage de fixer, de hausser les frais de construction. Et quand vous arrivez dans leurs écoles respectives, il n'y a rien qui est fait comme construction. Nous allons où, chers inspecteurs? Moi, je pense qu'il faut que nous arrivions ensemble à apporter un changement dans ce secteur. Abordant l'aspect des élèves qui échouent à Goma et qui se font inscrire à l'intérieur de la province, l'inspection provinciale de l'EPSP veut tout mettre en ordre. Vous, comme gestionnaire, se trouvez à l'intérieur, en collaboration avec les inspecteurs chefs de cour, aidez-nous pour dénicher tous les élèves qui ont fui Goma, qui ont fui Nyiragongo pour aller s'inscrire là-bas et revenir et attendre seulement le mois d'avril ou le mois de juin pour louer toute une équipe en vue d'aller passer les examens là-bas.
Mais retenez que nous avons pris déjà des dispositions pour que dans tous ces centres-là, nous allons utiliser une autre stratégie pour combattre ça. Mutualisons nos énergies pour que cette fois-ci, nous puissions plutôt combattre ces fléaux-là. Faisant d'une pierre deux coups, la ministre provinciale de l'Éducation a saisi cette occasion pour remettre des tôles et des sacs de ciment à 14 écoles et 4 sous-divisions dans le cadre du Fonds provincial pour la promotion de l'éducation. À retour à Kinshasa, les lampions de l'atelier de restitution de l'étude de base sur la réforme du sous-secteur routier en RDC ont été éteints le mercredi dernier. Tous les services des différents ministères concernés, à savoir le travaux publics, le transport, le plan et le développement rural, ont pris part à cette clôture. Objectif, redynamiser le secteur routier au pays pour plus de résultats dans la construction, la réhabilitation et l'entretien des routes. L'objectif de cet atelier est d'apporter une réforme au sous-secteur routier en se basant sur les faiblesses du secteur, sa force et les opportunités qu'il présente. Un consultant a été recruté par la Banque mondiale pour ses travaux en la personne de M. Jean-Paul Libelele. Dans son mot d'ouverture, le ministre des tutelles Fridolin Kassuichi, encadré de ses collègues du plan, du développement rural et de l'agriculture, a motivé l'utilité de réformer le sous-secteur routier. Devant le diagnostic interpellateur que nous établissons nous-mêmes objectivement du sous-secteur routier de la RDC, point n'est besoin de démontrer que notre sous-secteur a vraiment besoin d'une réforme qui nous appartient de définir de manière participative en prenant une part active à l'atelier qui démarre ces jours. Au vu de l'importance des investissements consentis dans la construction, la réhabilitation et l'entretien des routes, il s'avère opportun de les considérer le concept d'investissement qui doit privilégier des projets intégrateurs. En effet, les infrastructures de base sont une condition nécessaire mais non suffisante pour améliorer les capacités productives et donc créer la croissance économique inclusive et la richesse, pour ne pas dire réduire la pauvreté. Premier rapport du consultant en prenant la parole, si l'on cherche à reformer ce secteur, c'est pour y apporter des améliorations. Ensemble avec l'assistance, il pose ensuite le diagnostic du sous-secteur routier. Au sujet du financement des travaux qui reste l'un des problèmes majeurs du secteur, l'assistance a proposé de maintenir les financements traditionnels, les partenariats publics-privés et aussi d'initier des emprunts obligataires. Il a été retenu qu'il faille aussi améliorer les capacités d'absorption des agences routières. L'étape d'échange a été initiée avec le but d'aboutir au consensus qui devra faire naître les résolutions qui seront lues à l'intention de l'assistance le mercredi 14 octobre, jour de clôture de cet atelier. Au chapitre santé, la journée mondiale de lavage de mains est célébrée le 15 octobre de chaque année. Cette commémoration vise à contribuer à l'amélioration de la santé de la population par la promotion de cette pratique jugée efficace dans la prévention de certaines pathologies, notamment celles dites de mains sales, des maladies qui continuent de faire rage dans certains coins du pays. Cédric Kebondo. Le lavage de mains, un geste simple mais d'une grande importance au vu de la protection qu'elle garantit à l'être humain. L'une des catégories majeures des pathologies contre lesquelles cette pratique protège l'homme sont les maladies de mains sales qui, à ce jour, constituent un réel problème de santé publique. Comme la fièvre typhoïde, comme la choléra, comme toutes ces maladies de mains sales que nous appelons les maladies. C'est dans des pays où il y a cette précarité d'hygiène qu'on trouve beaucoup plus de maladies de mains sales. Ou là où ici il y a par exemple des réfugiés où les toilettes ne sont pas décentes, c'est là qu'on trouve des maladies-là, où les gens qui n'ont pas assez d'informations que le simple lavage de mains peut sauver des vies. Pourtant, sur les rues quinoises, tout pousse à croire que le lavage de mains n'est pas pris en considération par la population. Chacun pousse une raison pouvant dissimuler le non-respect de ce principe d'hygiène. C'est très difficile de faire attention au lavage de mains, surtout pour nous qui passons beaucoup plus de temps au travail qu'à la maison. Nous savons qu'il y a beaucoup d'inconvénients à ne pas respecter la pratique de lavage de mains. Mais que faire? Nous oublions parfois. Un vice qui serait justifié non seulement par un problème d'éducation de base, mais aussi par le matraquage opéré par le média sur le gel antibactérien tant vanté. Mais alors, ce produit garantit-il à 100% la protection contre les microbes? Difficile de répondre.
Mais pour les experts, l'usage de l'eau avec le savon ou la cendre demeure la pratique la plus efficace. C'est vrai qu'il y a des propriétés qui détruisent des microbes pour les produits qui sont utilisés. Mais l'inconvénient, c'est que ces microbes sont fixés, restent fixés sur les mains. Donc ça signifie que si l'on nettoie, on n'utilise pas de l'eau courante et un détergent comme un savon ou même de la cendre, on ne saura pas évacuer de manière mécanique d'abord les germes qui se retrouvaient sur les mains. Laver ses mains est une chose, mais l'environnement sain et assaini en est une autre. Que dire alors du rôle que devrait jouer le service d'hygiène de la RDC, qui serait d'ailleurs démissionnaire en croire une certaine opinion? C'est vrai, ils n'ont pas tort, mais ils n'ont pas raison non plus. C'est pour dire qu'au fait, les services de l'hygiène se réveillent et ils s'élèvent. Ils s'élèvent au rythme du pays, mais en fait, ils s'élèvent aujourd'hui parce que dans un futur très proche, nous allons redynamiser, si on peut dire, les brigades d'hygiène qui autrefois faisaient la fierté du pays. Des efforts qui pourront certainement contribuer davantage à l'amélioration de conditions sanitaires du pays. Il faudra tout de même mettre un accent particulier sur le lavage de mains avant la préparation et la consommation de tout repas et après avoir été à la toilette ou encore après avoir changé les couches des nourrissons, effectuer certains travaux à l'aide de ses mains. Sport handball remporte la finale messieurs de la 32e Coupe de handball pour la 2e année consécutive face à Oka par 36-25. Michiki remporte chez les dames face à Héritage 31-27. Les deux clubs sacrés champions de la RDC 2015 représenteront le pays à la Coupe d'Afrique des clubs 2016. Et puis en musique, avant de nous séparer, 26 années se sont donc écoulées et son image ne cesse de hanter nos esprits. Virtuose de la guitare, peintre de la société, auteur-compositeur des chansons à succès, dont plusieurs pamphlets sur la vie politique nationale. Lwambo Makiadi Franco est immortalisé le 12 octobre dernier. Une messe d'action des grâces a été dite en mémoire de ce géant de la musique congolaise, dont un monument en forme de statue est désormais érigé sur la place des artistes au rond-point Victoire dans la commune de Kalamou. C'est par un office religieux que la journée de commémoration des 26 ans de décès de Franco Lwambo Makiadi a débuté. Politiques, artistes, toutes disciplines confondues, famille mélomane était présent. Quittant la paroisse Saint-Joseph, l'Assemblée, sous la conduite du Premier ministre, s'est ensuite dirigée sur la place des artistes, en plein cœur de Victoire, où a été dévoilé le monument de Lwambo Makiadi. Une œuvre de l'artiste sculpteur Maître Yolo. Le monument valait bien la peine. Franco a été un grand ambassadeur de la musique congolaise. Il a été pionnier. Il n'est que normal que le gouvernement de la République lui rende hommage. Moi je suis sincèrement très ému parce que d'abord la sculpture est très belle, c'est comme si Franco était là, mais c'est le témoignage de la créativité, de la vitalité créative de ce pays. Il était un grand artiste dans notre pays, tout le monde a chanté ses chansons, il a laissé beaucoup d'œuvres et je pense qu'il fallait aujourd'hui l'honorer de la sorte. Nous sommes très contents de voir aujourd'hui être honoré notre papa Franco, le défunt Franco Lwambo Makiadi. À l'instar de Franco, d'autres artistes également méritent le même hommage. Beaucoup de disciplines dans la culture congolaise, dans le domaine des arts, je veux dire. C'est la musique aujourd'hui. Pourquoi pas demain voir un monument à Chitengesana? Pourquoi pas un monument à Mikanza Mobiem? C'est un début et que dans les années à venir, on viendra assister au dévoilement de pistes des autres artistes musiciens, des autres grands maîtres. Qu'on ne s'arrête pas là. Il y a d'autres artistes comme Taboulay et Méné aussi qui étaient des grands artistes qu'on devait aussi honorer de la sorte. L'homme de 77 ans. L'homme était grand, sa musique de taille. Par ce monument, justice a donc été faite à Lwambo Makiadi. Merci de votre attention toute particulière à cette édition rétrospective. L'information se poursuit au www.bonotv.com. Je retrouve tantôt avec le même plaisir celui de vous tenir au courant de l'actualité, bien sûr.